L'ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais quelqu'un sur qui on peut compter, ça veut pas dire quelqu'un sur qui on peut compter quand on a besoin de lui. Pour moi, c'est sur qui on peut compter pour partager nos joies et nos peines. Parce que pour moi, c'est un peu ma vision de l'amitié, que c'est à la fois les bons moments et les mauvais moments, et aussi que on n'a pas besoin de savoir au téléphone tous les jours pour être ami. C'est ça. Voilà. Pour moi, si on est amis, on se voit pas souvent. Exactement. Ouais. Moi, j'ai des amis. Ouais. On peut rester 3 mois sans savoir au téléphone. On peut rester 6 mois sans savoir au téléphone. Ouais. Et si on se voit aussi, comme si on s'est jamais quitté. Exactement. Hein. Tu vois. Bonsoir, salam Zia. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le cercle Matar Meng, un entrepreneur, un photographe. Matar, bienvenue au cercle. Merci de me recevoir. Je suis très honoré. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi. On s'est parlé sur Instagram depuis quelques temps et c'est là-bas où on s'est connus. C'est là-bas où j'ai découvert tout ce que tu fais en termes de photographe, en termes de littérature africaine. Donc, on va essayer de commencer depuis le début et de monter petit à petit, et essayer de cerner tout ce que tu fais, quoi. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire brièvement qui est Martha? D'accord. Donc, je suis donc photographe, comme tu l'as dit, entrepreneur aussi. Donc, je suis né. Bon, je vais faire une petite rétrospective si tu veux. Donc, mes parents sont nés à Pékin et je suis né moi-même à Pékin. Donc, j'ai fait tout mon parcours scolaire dans la banlieue dakaroise jusqu'à mon bac au lycée Limamoulaye. Donc ensuite, j'avais une bourse pour aller étudier à l'étranger. Donc, je suis allé en France. Je suis allé à Lyon dans un premier temps. Donc, où j'ai fait mes études. Ensuite, j'ai, comme tous les gens qui vont en France, à un moment donné, j'atterris à Paris. Où j'ai travaillé pendant longtemps. Donc, moi, j'ai fait des études en finance. Donc, j'avais un bac G. Donc, j'ai fait des études de compta. Tu sais, j'ai un peu le même parcours que Néné Batili que tu as reçu. Donc, j'ai fait les épreuves du DSCG comme elle. J'ai travaillé dans un cabinet d'audit pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été dans un cabinet de conseil pendant 4 ans. Donc, toujours dans la finance. Et puis, il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an, j'ai quitté la France pour revenir au Sénégal. Donc, revenir au Sénégal, donc, dans un premier temps, j'ai travaillé comme contrôleur de gestion, comme responsable du service contrôle de gestion dans une société dans le bâtiment, ici. Donc, une belle expérience, mais au bout d'1 an, je suis parti. Et aujourd'hui, je suis entièrement sur des projets personnels, donc des projets d'entrepreneurs. Alors, il y en a 2 sur lesquels je travaille encore. Donc, je pourrais pas forcément te parler, mais il y en a un que j'ai lancé il y a 2-3 mois, qui s'appelle la carte Nora. Je sais pas si tu as vu. Non, pas encore. Donc, en fait, c'est une solution de carte de visite digitale, donc autour de la technologie NFC. Donc, je te montrerai le produit un peu comment ça marche après. Mais en fait, en gros, ça permet de la technologie NFC, c'est un peu comme Apple Pay, tu vois. C'est une technologie sans contact, où tu peux partager ta fiche contact, en fait, où tu peux mettre tes numéros de téléphone, ton site internet, ton adresse mail, tout ce qu'il y a à savoir sur toi, et tu le partages en une fois avec quelqu'un sans avoir besoin de rentrer comment ça marche? C'est quoi le principe? Écoute, si je peux te montrer. Oui, mais ça marche. Bon. Mais pour les gens qui nous écoutent, par exemple, le principe, c'est comme NFT, Non-Fungible Token, déjà? Non, NFC, en fait, c'est Near Field Communication. Donc, NFC, c'est tout ce qui est badge. C'est tout ce qui est badge avec des puces à l'intérieur. En gros, tu poses ton téléphone sur le badge. Enfin, sur la carte de visite, du coup, en fait, et ça règle le problème des cartes de visite qu'on perd, qu'on oublie, etc. Et en fait, toi, t'as une seule carte avec laquelle tu te balades, et en fait, cette carte-là, tu la donnes pas.
juste tu la poses sur le téléphone de ton collègue. C'est comme un QR code, en fait. Voilà. Sauf que QR code, c'est une photo. Et là, t'as même pas besoin d'allumer ton appareil photo. Tu le poses je sais pas si tu connais la technologie Apple Pay. Si, en fait, Apple Pay. Voilà, exactement. C'est comme les cartes bancaires sans contact. Exactement. Ça marche comme Apple Pay. Ça, c'est une bonne idée, parce que j'ai perdu beaucoup de cartes de visite là. Mais revenons un peu de ton enfance. Tu m'as parlé tout à l'heure de tes parents. Est-ce que tu te considères que tu as eu une enfance heureuse? Comment a été ton enfance, ton environnement d'enfance? Et quels sont les principes et les valeurs que tes parents t'ont inculqués et qui t'ont aidé dans la vie antérieurement, quoi? Ouais. Je dirais une enfance heureuse parce que j'ai eu beaucoup de chance. Pour moi, la première chance, c'est d'avoir mes 2 parents. Je les ai toujours aujourd'hui, alhamdoulilah. J'ai même mes grands-parents. Ah, super. Donc, t'es chanceux. voilà, je suis chanceux. Sur 4, j'ai encore 2 grands-parents. Donc, je considère que rien que ça, c'est déjà une chance d'avoir des parents parce que j'ai beaucoup de gens que je connais qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir leurs 2 parents pendant longtemps. Donc, voilà, c'est déjà une grande chance. Et puis, voilà, j'avais 2 parents qui travaillent aussi. Donc, 2 parents fonctionnaires. Et ça fait que mon père a pu se débrouiller pour que j'aille dans une école privée catholique, tu vois. Ouais. Et ça, la discipline, la rigueur, les catholiques. Et je le dis toujours que je pourrais jamais assez remercier mon père pour ça, tu vois. Je me sens énormément reconnaissant qu'il ait fait ce choix-là parce que je pense que ça a été un choix déterminant dans ma vie. Donc j'ai eu une enfance heureuse. Même si je suis né dans la banlieue, j'ai grandi dans la banlieue, mais je peux pas dire que j'ai manqué de grand chose. J'ai manqué de rien. J'avais de l'amour, j'avais beaucoup d'épanouissement. Donc voilà, une enfance heureuse. J'avais mes grands-parents très proches de ma famille. Donc, alors mon père et ma mère, leurs 2 maisons familiales sont dans le même quartier. Donc, ce qui fait que dans le même quartier, j'avais accès à quasiment toute ma famille. Et j'ai même genre le frère de mon grand-père qui vit aussi dans le quartier, donc avec ses enfants, etc. Donc mes tantes. Alors, je t'explique pas le nombre de tantes et de cousins que j'avais dans le même quartier. Ouais. Donc ça, c'est quand même une grande chance et je me sens extrêmement chanceux par rapport à ça. Donc, si je dois parler des valeurs qu'on m'a inculquées, si je commence par mon père, je pense que je dirais le respect. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a inculqué le respect avant tout. Pour lui, c'était quelque chose de très important. Et je dirais aussi la responsabilité parce que je suis le premier. Donc fils aîné, donc tu sais comment ça se passe au Sénégal quand t'es fils aîné, dès le début, on te dit que si papa il est pas là, c'est toi en fait qui gères. Donc en fait, tu commences très tôt à avoir des responsabilités. Donc soit tu les prends toi-même, soit on te les donne. Ouais. Mais t'as pas le choix. Mais il faut les prendre très tôt quoi, par. Mais t'as pas le choix. Par choix. Mais t'as pas le choix. Avant que ça soit par obligation. Exactement. Quoi. Voilà. Donc, soit tu les prends, soit on te les donne. Ouais. Donc voilà, mon père m'a appris à me responsabiliser. Après, je dirais que toutes les figures féminines de ma famille, que ce soit ma mère, ma grand-mère, mes tantes, m'ont donné beaucoup d'amour. Okay. Voilà. Et quand t'es arrivé en France après ton bac, comment ça a été? Pourquoi t'as choisi les finances? Tu croyais que les comptables sont des milliardaires, c'est ça, hein? Oui, je pensais que les comptables deviennent des milliardaires, comme beaucoup d'amis qui ont choisi la finance, quoi. Alors, pourquoi j'ai choisi la finance? En fait, quand j'étais en 3e, tu sais, lorsqu'on fait les orientations pour aller au lycée Limamoulaye, parce que tous les jeunes, tous les CM de la banlieue ont pas beaucoup de choix, quoi. À l'époque, il y avait peut-être LPA, Limamoulaye, voilà. Il y avait peut-être Canada aussi, mais il y avait pas beaucoup de choix. Et à Limamoulaye, là où c'était vraiment difficile de rentrer, c'était la série G. C'était là où fallait avoir une très bonne moyenne en 3e pour rentrer là-bas. Et je pense que c'est avant tout le challenge qui m'a motivé. C'est avant tout le challenge qui m'a dit, écoute, tout le monde va aller en S, S1, L2, etc. Moi, je vais essayer de trouver un truc, un truc où tu te sens un peu spécial. Ouais, c'est ça. Donc, je suis allé en G et puis j'ai une des figures aussi. Enfin, c'est pas la seule histoire. Une des figures qui m'a le plus influencé, c'est un oncle à moi. Et mon oncle a fait la série G et il a eu un parcours très
successful, très, j'ai oublié comment réussi, quoi. Très, voilà, un parcours réussi. Exceptionnel. Et c'est, voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est une des figures très influentes pour moi. Et il avait fait il avait fait aussi la série G, il avait fait des études de comptabilité. Et tu sais, quand t'es petit, les personnes que tu admires, tu veux tout faire comme eux. C'est donc ça, voilà, je pense qu'il y avait aussi une part de ça. Je voulais tout faire comme mon oncle, donc j'ai fait la série G comme mon oncle. Et c'est bien. Et comment ça a été le choc culturel entre la culture et la tradition africaine comparé à la tradition occidentale en quelque sorte? Bon. Surtout que t'es allé tôt, quoi. Là, j'ai 18 ans quand même. Ouais, je suis allé tôt. Je suis allé juste après le bac. Mais tu sais, je pense que c'est mieux d'aller tôt. Ah bon? Honnêtement, je pense que c'est mieux d'aller tôt. Il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire. Mais exactement, ils ont des arguments totalement valables. Moi, mon oncle, il dit aussi que c'est trop tôt d'aller en France à 18 ans, 19 ans. Moi, je pense que c'est un âge où j'étais particulièrement ouvert. J'ai pas eu un gros choc culturel parce que, tu sais, moi, j'ai grandi avec la télé. Et en fait, même si la télé te dit pas tout, on était quand même assez informés sur ce qui se passait en France, que ce soit par la télé et par Internet. J'ai grandi aussi avec Internet, donc c'était pas un endroit totalement inconnu pour nous, tu vois. Donc et puis pour moi c'était la seule possibilité après le bac. C'était ce que j'avais tracé pour moi, ce que j'avais décidé que lorsque j'aurai mon bac, je vais voyager. C'était pas tant le fait d'aller en France, mais c'est juste le fait de partir en fait. Je voulais partir parce que j'avais connu que mon pays pendant 18 ans. Découvrir de nouvelles choses. Exactement. Quoi. Donc moi je voulais partir. Et voilà, je me suis battu pour avoir une bourse pour partir. Et du coup, arrivé en France, en fait, tu sais, quand t'as 19 ans, en vrai, t'as pas tous les blocages que tu as quand tu as 30 ans. Tu vois, tu t'adaptes très facilement. Tu es très ouvert au monde. Et moi, j'étais pas dans un environnement où j'étais que entouré de Sénégalais, où je vivais encore à la sénégalaise non, j'étais dans une classe où au départ j'étais le seul Sénégalais, j'étais le seul Africain. Donc ça me poussait à me mélanger avec les autres, ça me poussait aussi à aller vers les autres. Et donc moi j'ai tendance à dire que les 2 premières années que j'ai passées en France, même si je vivais dans une petite ville, c'est les 2 plus belles années de ma vie jusqu'ici. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que c'est pendant les 2 ans pendant lesquels j'ai le plus appris de choses. Où j'ai vraiment appris énormément de choses sur le monde et énormément de choses sur moi-même. Je me rappelle qu'un jour, j'ai appelé ma mère et je lui dis, tu sais, maman, ça fait 1 an que je suis en France et moi j'ai l'impression qu'en 1 an, j'ai grandi de 5 ans. Parce que c'est vraiment le sentiment que j'avais. Le sentiment que j'avais, c'était que tous les jours, j'apprenais un truc nouveau, que ce soit sur le monde ou sur moi-même, mais tous les jours j'apprenais un truc nouveau. Et ça a duré au moins 2 ans dans un rythme très intensif. En même temps, t'étais autonome, indépendant, quoi. Exactement. En fait, tu te retrouves ici, au Sénégal, je crois que dans toute ma vie, jusqu'à 18 ans, j'avais fait la vaisselle 2 fois dans ma vie. Le ménage, 1 ou 2 fois. Voilà. Le maximum. Exactement. Le maximum, je faisais mon lit. Lorsque mon père me disait qu'il fallait éteindre la lumière, je disais, pas sauf. Tu vois? Comme beaucoup de gens, quoi. Mais quand tu sors là, et que là, tu es obligé de faire de tout gérer par toi. Exactement. Je me retrouve dans une situation où non seulement c'est moi qui sors l'argent pour aller faire les courses, c'est moi qui vais faire les courses. Et c'est moi qui cuisine. C'est moi qui fais la vaisselle après. C'est moi qui nettoie quand il faut nettoyer. Donc quand même, ça t'apprend beaucoup de choses, ça te responsabilise. Et en fait, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que ce qui est intéressant, ce n'est pas d'aller en France ou d'aller aux États-Unis, d'aller forcément dans un pays occidental. Ce qui est intéressant, c'est de voyager. Ce qui est intéressant, c'est de sortir de sa zone de confort, de sortir de son cocon familial et d'aller vers l'inconnu, tu vois. Ça peut être pour celui qui habite à Dakar, aller vivre à Thiès ou aller vivre à Saint-Louis. Ça peut être pour celui qui habite à Tambacounda, aller à Diourbel pour faire ses études supérieures. Mais rien que cette expérience-là, c'est ça qui est riche, je trouve. Non, je pense que c'est bien, parce que ça te permet de faire ta part pour exploration personnelle, quoi, et de se découvrir. Mais je pense que aussi c'est important
d'une part aussi d'être ancré traditionnellement. Oui, bien sûr. Genre de connaître d'où tu viens, ton histoire, pourquoi tu es dans ce pays et qu'est-ce que tu comptes accomplir, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent dans cette exploration, en fait. Ouais. Tu vois un peu. Non, c'est vrai. Et tu sais, tu me fais penser à quelque chose quand tu dis ça. J'ai l'impression que quand je suis parti, c'est là où j'ai eu vraiment envie de savoir qui j'étais. C'est ça. Je n'ai jamais autant lu, je ne me suis jamais autant documenté sur le Sénégal que quand je n'étais pas au Sénégal. Ouais. Parce que c'est vraiment... Tu devenais l'ambassadeur même du pays. Exactement. C'est là où je me disais que, tu sais, on nous apprend pas qui on est vraiment. À l'école, on nous apprend plein de choses, mais on nous apprend pas qui on est. Si on te demande qui t'es, quand tu sors de l'école, tu ne sais pas répondre à cette question-là. Et en fait, c'est vraiment quand je suis allé en France que j'ai commencé à me poser la question de qui j'étais réellement. C'est là où je me suis le plus intéressé à mon histoire. C'est ça. En même temps, tu vois les gens qui te posent des questions pour lesquelles tu n'as pas les réponses. Tu es obligé d'aller chercher les réponses. Et tu sais, là-bas, tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire semblant. Donc, ici, quand les enfants posent des questions, tu peux dire oui. Voilà, tu peux faire semblant. Mais là-bas, si on te pose des questions, bah, tu dois répondre. En même temps, ce qui m'avait dérangé, c'est que j'ai rencontré des Blancs qui connaissaient mon pays mieux que moi. Ouais. Genre des Blancs qui te parlaient de Casamance, de Ziguinchor, de Saint-Louis, de Kaolack. Ça fait un choc. Alors que moi, je fais que Kaolack, Dakar, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et tout va. Ça fait un choc. Moi, j'ai un ami. Faut que je lise là. Faut que j'apprenne qui je suis. J'ai un ami qui a eu un choc incroyable là-dessus quand il a vu justement ses amis d'école de commerce. Tu sais, quand ils font les années de césure là, qui sont partis au Sénégal et qui ont fait le tour du Sénégal. Et il s'est rendu compte, en parlant avec ses amis, que ses amis connaissaient le Sénégal mieux que lui. Et il a décidé l'année suivante de prendre son sac à dos et d'aller au Sénégal, de faire le tour du Sénégal. Non, c'est fou, quoi. Mais est-ce que ta passion de la littérature africaine, c'est né à partir de là-bas ou comment tu as découvert cette passion de la littérature africaine? Alors, d'ailleurs, je vais revenir à l'ami dont je te parle. Là, parce que non, il joue un rôle là-dedans. Okay. Je vais revenir à lui plus tard. En gros, moi à l'école, j'étais pas trop mal en français. Voilà, tu vois, j'étais bien en français, même si j'ai fait des études de comptabilité, j'étais bien en français. C'est quelque chose que j'aimais bien, mais j'étais pas passionné par la littérature. J'étais pas passionné par les livres. J'ai grandi avec les jeux vidéo comme beaucoup et la de télé. Gens. Donc ça a occupé tout mon temps. Les livres, c'était vraiment quand j'avais pas le choix, quand il y avait des exposés, les livres qu'il fallait lire au programme. Vraiment, c'est ce que je lisais, mais je lisais pas plus que ça. Et ça m'est arrivé tard. Hein. Pour le coup, c'est intéressant parce que j'ai pas le parcours classique des gens qui sont intéressés par la littérature. Lorsque je regarde, par exemple, dans mon club de lecture et tout, il y a plein de gens, c'est depuis le bas âge et tout. Moi, ça m'est arrivé à 23 ans. À 23 ans, ça m'est arrivé. En fait, justement, je venais de déménager. Et en gros, j'avais pas accès à mon nouvel appart pendant une petite période. Et je squattais chez un ami, chez cet ami-là, pendant cette période-là. Et je crois que c'était pendant le Ramadan et je me faisais un peu chier. Franchement, j'avais pas grand-chose à faire. Je me faisais un peu chier. Tu sais, en plus, j'étais pas dans mon espace, j'avais pas mon jeu vidéo, tout ça. Et mon ami, pour me taquiner, il me dit, bah, tu ferais mieux de lire pendant ce temps-là, tu vois. Et lui, il avait une bibliothèque. Et dans la bibliothèque, il y avait quelques livres. Et il me dit ça un premier jour, il voit que je lis pas, un deuxième jour, et il arrive, je crois, la troisième fois qu'il me dit ça, il me tend un livre, il me dit, lis ce livre-là, et après tu me diras merci. Et du coup, le livre, c'était Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. Donc, c'est là où j'ai renoué avec la littérature, et j'ai tout de suite adoré les livres. Okay. Pour ceux qui connaissent Yasmina Khadra, il a un style d'écriture qui est très accessible. Et ces livres sont en général pas gros et ça se lit très vite. Okay. Et en fait, en peu de temps où je suis resté là-bas, je pense que je suis resté là-bas 3 semaines, 1 mois. J'ai dévoré déjà tous les Yasmina Khadra qu'il y avait dans la bibliothèque. Ouais. Donc pour la petite histoire, cet auteur, souvent il traite quel sujet par exemple? Yasmina Khadra, c'est un auteur algérien qui traite beaucoup des relations entre le monde arabe et l'Occident. Ok, je vois. Et sous forme de romans. Hein. Pour la plupart, c'est des romans. Et c'est souvent les relations entre le monde arabe et l'Occident. Et il a une trilogie d'ailleurs qui s'appelle, du coup, ce que j'ai lu moi, Les Hirondelles de Kaboul, Les Sirènes de Bagdad et L'Attentat. Donc c'est une trilogie, et après il y a plein d'autres livres de lui sur lesquels je me suis intéressé, mais voilà, je vais dire que c'est l'auteur qui m'a fait renouer avec la littérature, et puis en fait je me suis pas arrêté depuis là.
Depuis lors, je me suis pas arrêté. J'ai recommencé à prendre goût à la lecture. Et comme ça fait aussi une partie d'une période où tu commences à te poser des questions sur toi-même, bah tu lis tes livres sur d'où tu viens, tu vois. Je commence à lire, à relire déjà tous les classiques de mon enfance que j'ai dû lire. Parce que tu les lis pas de la même façon quand tu es obligé de les lire, tu vois. Une si longue lettre, quand tu lis ça à 30 ans, et quand tu lis ça en terminale, c'est pas pareil. C'est en terminale ou en troisième? C'est en troisième, je pense. C'est pas la même réalité. Exactement. T'es encore jeune, tu ne sais même pas ce que c'est qu'un mariage forcé. Exactement. Donc c'est là où je me suis mis à relire tous les livres de mon enfance. Et je peux dire que c'est là où j'ai commencé à vraiment aimer lire, à vraiment aimer la littérature. Non, je comprends. Mais moi, je sais pas, mais j'ai pas eu le même parcours. Parce que comme je te disais tout à l'heure, je fais l'école coranique. Ensuite, je suis allé en Égypte où je pensais comprendre l'arabe. J'arrive là-bas, je me rends compte que je parle pas du tout arabe, quoi. Donc, j'ai dû réapprendre l'arabe. Ensuite, apprendre l'anglais. Et après, j'ai découvert la culture arabe, quoi. Et j'ai vu, en fait, ses avantages, mais aussi ses désavantages, quoi. Et après, bon, c'était un choc culturel parce que quand tu lis le Coran ou quand tu lis l'histoire arabophone, tu te dis, c'est des descendants du prophète. Après, tu vas sur place, tu te rends compte que c'est des êtres humains fauchés comme tout le monde, quoi. Et que la réalité est loin de refléter ce qui est dit dans les textes, quoi. Donc, et quand je suis revenu au Sénégal après le bac, j'ai perdu mon français. J'étais déjà perdu aussi par rapport à la réalité culturelle du pays. Donc, j'ai dû aussi réapprendre. Donc, ma vie se résume en une série de apprentissage, désapprentissage, apprentissage encore. Donc, quand je suis revenu au Sénégal, j'ai eu la chance d'aller à l'IFE. C'est l'Institut français des étrangers. C'était une manière pour moi d'apprendre le français pour pouvoir, en fait, intégrer les instituts supérieurs ou l'université Cheikh Anta Diop, quoi. Donc, sur l'IFE, sur le curriculum, on était obligé de lire des livres de la littérature africaine. C'est là-bas où j'ai lu beaucoup de livres sur Sékou Touré, sur Lamine, l'ancien député, là. Lamine Gueye, sur l'histoire de la civilisation africaine. Et j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai lu par obligation. Ça faisait partie du curriculum, quoi. Mais après, j'ai aimé toutes ces histoires. C'est là-bas que j'ai découvert la littérature africaine. C'est là-bas même que j'ai lu une si longue lettre et tout. Mais pour dire qu'en fait, je l'ai pas fait par choix, je l'ai fait par obligation. Mais pour les gens qui nous écoutent, et qui aimeraient renouer avec leurs sources, avec leur origine, avec l'histoire de la littérature africaine. Quelles sont les histoires qui t'ont marqué le plus et quels sont les enseignements que tu as pu tirer à travers ces histoires qui peuvent être utiles pour les jeunes qui nous écoutent? Alors, les enseignements, ça va être plus difficile parce que c'est très personnel, je trouve. Dans un livre parce que un livre c'est pas quelque chose où l'auteur dit bon à la fin du livre tu dois comprendre ça. Non, c'est assez personnel en fonction de ton histoire, en fonction de ton rapport, en fonction de comment tu as lu le livre, tu vas forcément tirer des enseignements. Mais si je dois, je sais pas, tu veux que je t'en donne combien de livres? Comme tu veux, moi ça me dérange pas. Pas tout le monde, pas tous. Donne-moi toi. Écoute, c'est un exercice très difficile, mais je pense que tout Sénégalais devrait. Alors, c'est très bizarre de dire devrait, mais voilà, moi je recommande une si longue lettre. Honnêtement, on se rend pas assez compte à quel point c'est un chef-d'œuvre. Et il faut le lire en troisième, il faut le lire en terminale, il faut le lire quand t'as 30 ans, il faut le lire quand t'as 35 ans, il faut le lire quand t'as 40 ans. Moi, j'ai une amie qui lit une si longue lettre tous les ans. Justement, Ramatoulaye, que j'ai interrogé pour le premier épisode. Il lit une si longue lettre tous les ans. Et en fait, ce livre est une mine d'or d'enseignement. L'histoire est vraiment incroyable et c'est un livre qui dissèque vraiment la société sénégalaise. Surtout les mots de la société sénégalaise. Les mots de la société sénégalaise. Et Mariama Ba a une plume extraordinaire. Moi, il y a tellement de citations que j'ai en tête qui m'ont poursuivi dans le livre que je me remémore souvent. Et je pense que c'est un livre incontournable. Je suis d'accord. Je dirais incontournable.
Je suis d'accord. Si Mariama Ba était toujours vivante, est-ce que tu penses qu'elle serait heureuse par rapport à l'état actuel de notre civilisation, de notre fabrique sociale? Est-ce que ces combats qu'elle tenait à cœur et qu'elle se battait pour essayer d'amener ce changement, que ce soit sur le système des castes, le mariage forcé, le droit des femmes, tu penses qu'on a fait un pas sur ça? Alors, là, toujours, ça va dépendre de où on se situe. Moi, je fais partie des gens qui pensent que effectivement, il y a des évolutions. Maintenant, pas assez, c'est discutable. On peut dire qu'on n'a pas assez évolué. Mais on va dire le fondement, le fond de notre société quand même n'a pas énormément changé. Entre ce qu'on décrit dans Une si longue lettre, lorsque tu le relis et que tu compares ça à la société dans laquelle on est aujourd'hui, tu te dis que bon, les moyens ont changé. Le contexte a un peu changé parce que on est quand même en 2023, on a Internet, etc. On a les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais le fond quand même est resté le même, tu vois. Donc, il y a quand même quelques évolutions. Si on parle de système de caste, on peut dire quand même qu'aujourd'hui, je pense, encore une fois, je peux me tromper, mais je pense que c'est encore un problème. Mais je dirais que c'est moins un problème qu'il y a 40 ans. Voilà, c'est moins un problème qu'il y a 40 ans, mais c'est encore un problème. Il y a eu une légère évolution. Il y a eu une évolution. Lorsqu'on parle aussi du droit des femmes, de la condition des femmes, bon, j'ai tendance à penser qu'il y a une évolution. Pas assez, tout le monde te dira pas assez. Je suis d'accord. Mais voilà. Après, nous, on n'a pas, je dirais, sur tous les sujets, on n'a pas l'obligation de rendre le monde parfait. Mais ce que je dirais, c'est que si chaque génération fait une évolution majeure, bon, peut-être on peut s'en sortir. Voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même eu des évolutions majeures. Ouais. Mais après, je pense que aussi c'est une responsabilité qui nous incombe, en fait. Si nos aïeux, nos grands-parents se sont battus pour nous, nous aussi, on doit rendre l'appareil à la prochaine génération. Ils se sont battus pour nous, ils se sont battus pour eux. Non, mais d'une part, je pense qu'ils se sont battus pour nous. En fait, je pense que le patrimoine d'une personne, c'est son héritage. C'est pas forcément les aspects financiers, les aspects matériels. Mariama Ba, je pense que, et même tout le monde, par exemple, à part les deux livres, Mariama Ba, les Hirondelles de Kaboul, est-ce que tu as d'autres livres qui t'ont marqué? Alors, qui m'ont vraiment marqué, on reste dans la littérature africaine. Ouais. Je dirais L'Appel des arènes de Aminata Sow Fall. Alors, moi, j'aime beaucoup Aminata Sow Fall. Je rejoins Alain Mabankou quand il dit que lui, il pense que Aminata Sow Fall, c'est la meilleure romancière vivante. Et je suis assez d'accord avec ça. Et L'Appel des arènes, bon, c'est pas le seul, mais L'Appel des arènes a été, moi, celui qui m'a le plus marqué. L'Appel des arènes, c'est un roman qui raconte une histoire d'amitié entre, bon, entre autres. Il raconte une histoire d'amitié entre un petit garçon qui s'appelle Nala et un adulte lutteur, d'abord dans un premier temps qui s'appelle Malao, et puis après il rencontre un ami de Malao qui s'appelle André, et il se lie d'amitié avec André. Donc André lui fait découvrir le monde de la lutte. Donc il arrive, c'est pour ça que ça s'appelle L'Appel des arènes. Donc il arrive, donc lui il était à l'école, mais il était pas super concentré à l'école, il aimait pas trop ça, tu vois. Et il découvre le monde de la lutte et en fait ça le passionne. Voilà, ça le passionne et il y a beaucoup de sujets qui sont traités dans le livre, mais en fait on voit comment est-ce que il y a un problème de communication qui s'installe entre lui et ses parents, parce que ses parents sont des... Je me rappelle plus la profession des parents, mais ses parents sont des gens genre instituteurs ou quelque chose comme ça, quoi. Donc ses parents veulent qu'il aille à l'école et qu'il soit concentré lorsqu'il est à l'école. Et en fait, ils comprennent pas que l'instituteur leur dit que le garçon il est pas concentré. Et en fait, à un moment donné, il explique, il y a un moment très beau dans le livre où il explique à son instituteur qu'il entend l'appel des arènes. Et que en fait, lui, pendant qu'il est dans la classe, il est concentré sur le tam-tam, le tam-tam qu'il entend au fond, et il imagine tout ce qui se passe dans l'arène. Et je pense que ce livre-là est plein d'analogies sur la vie en général.
Et c'est une belle histoire d'amitié. Moi, j'adore les histoires d'amitié. C'est pour ça que j'aime Une si longue lettre aussi. Et j'aime L'Appel des arènes parce que ce sont des livres qui parlent d'amitié. Et comme le dit Mariam Abba, elle a une formule extraordinaire dans Une si longue lettre où elle dit que l'amitié a des grandeurs inconnues de l'amour, que l'amitié résiste au temps qui lasse et désunit les couples, que l'amitié se fortifie dans les difficultés, mais que les contraintes massacrent l'amour. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est profond. Et très profond, et très beau. Et lorsqu'on y réfléchit, je pense quand même qu'elle a raison. Mais comment tu définis l'amitié, toi, personnellement? C'est difficile de définir l'amitié. Moi, je te donne ma version. Après, tu me dis si j'ai raison ou pas. Et ça, j'ai appris ça récemment. Je pense que un ami, c'est quelqu'un qui, je peux prédire à 99% son comportement dans la majeure partie des situations. Par exemple, si j'ai un ami qui est proche à moi, là, si on se retrouve au restaurant et qu'il y a une fille qui passe, je sais comment il va réagir. Si on se retrouve dans un train de foot et qu'il y a une bagarre, je sais comment il réagit. Si on se retrouve quelque part où il y a quelqu'un qui dit du mal sur mon dos, je sais comment il va réagir. Parce qu'on partage les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et on connaît en fait nos points forts, nos points faibles, de telle sorte que c'est comme si on est devenu synchronisé en quelque sorte. Ok. Alors, moi, je vais avoir une définition différente. Okay. Parce que, justement, moi, je ne crois pas qu'on est obligé de partager les mêmes valeurs pour être amis. Pas forcément les mêmes valeurs, mais je veux dire les mêmes centres d'intérêt au minimum. Voilà. En fait, voilà. Mais je veux un peu rejoindre ce que tu viens de dire, c'est que je pense qu'on doit avoir un socle commun. On doit avoir quand même des valeurs communes. Il y a des valeurs fortes qui doivent être communes pour avoir une amitié solide. Mais moi, je dirais que l'amitié, je dis toujours que j'ai pas d'amis de moins de 10 ans ou de moins de 15 ans. Tous les gens que j'appelle des amis, c'est des gens que je connais depuis au moins 15 ans. Parce que pour moi, il y a une dimension de temps temporel dans l'amitié. Et pour confirmer ce que tu dis, il y a une recherche scientifique, une étude scientifique qui a été faite qui dit qu'en fait une connaissance, on appelle une connaissance quelqu'un avec qui tu as passé 40 heures quoi. Et si tu passes avec une personne plus de 100 heures, ça devient un ami. Donc on passe de connaissance 40 heures, un ami 100 heures. Si vous passez plus de 200 heures avec quelqu'un, il est un ami proche. Ok. C'est intéressant. Et ça montre en fait les 15 ans, là, les 10 ans. Et en fait, moi, j'ai tendance à penser que l'amitié, l'ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais quelqu'un sur qui on peut compter, ça veut pas dire quelqu'un sur qui on peut compter quand on a besoin de lui. Pour moi, c'est sur qui on peut compter pour partager nos joies et nos peines. Parce que pour moi, c'est un peu ma vision de l'amitié, que c'est à la fois les bons moments et les mauvais moments. Et aussi, que on n'a pas besoin de savoir au téléphone tous les jours pour être amis. C'est ça. Voilà. C'est ça. Pour moi, si on est amis, on se voit pas souvent. Exactement. Ouais. Moi, j'ai des amis. On peut rester 3 mois sans savoir au téléphone. On peut rester 6 mois sans savoir au téléphone. Ouais. Et si on se voit aussi, comme si on s'est jamais quitté. Exactement. Ouais. Tu vois, on n'a pas, parce que, justement, on a dépassé cette étape-là où je sais qui tu es, tu sais qui je suis. Ouais, tu vois, j'ai un très bon ami. Bon, c'est mon meilleur ami. Il a appelé son fils Matar. Donc, c'est mon meilleur ami, tu vois. Ouais. Et en fait, on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours, hein. On peut rester 3 mois sans s'appeler. Mais quand on s'appelle, parce que j'ai pas besoin j'ai pas de questions par rapport à lui. Je sais ce que je représente pour lui et il sait ce qu'il représente pour moi. En même temps, t'as pas besoin de garder le score. Je pense que dans les relations amicales, il y a beaucoup de gens qui gardent le score. Je fais un point, tu dois me retourner la balle. Je fais ceci, tu dois me faire ceci. Non, ça c'est pas bon. Non, on garde pas le score en fait. On continue quoi. On compte pas. On tient pas les comptes. En amitié, on tient pas les comptes. On a plus tendance à tenir le compte en amour qu'en amitié. En amour, c'est ça, c'est vrai. L'amour c'est autre chose. C'est pour ça que l'amitié c'est bien. L'amour c'est autre chose. L'amitié, je sais comment ça marche, mais l'amour, je sais pas. Je suis pas un expert. Mais c'est bien. Mais pour les gens qui nous écoutent, on a parlé, tout à l'heure, on parle depuis quelque temps, on parle de la littérature africaine. Donc, rapidement, pour qu'on puisse transitionner vers l'une de tes autres passions, la photographie. Mais avant, est-ce que tu peux expliquer la bibliothèque africaine? Qu'est-ce que ça sert et comment les gens pourront, en fait, la découvrir? Alors, la bibliothèque africaine, c'est sur YouTube. En gros, c'est une idée. Je vais raconter rapidement comment ça m'est venu.
Alors, donc, je disais que depuis mes 23 ans, je lis régulièrement. Et en fait, j'ai lu beaucoup de livres sur la littérature africaine, mais je fais des pauses dans lesquelles je découvre d'autres choses, des livres différents. Des fois, c'est des essais philosophiques, des fois, c'est de la littérature occidentale, des fois, c'est des livres chinois ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai lu successivement, alors, L'étrange destin de Vangrin d'Amadou Hampâté-Bâ et L'étranger d'Albert Camus. Alors, c'est pas parce qu'il y a étrange dans les deux titres, mais c'est vraiment... c'est poétique, en fait, c'est vraiment... Dans ma liste, les deux venaient l'un après l'autre, tu vois. En fait, quand j'ai lu les deux livres, je me suis vraiment posé la question, je me dis, mais comment ça se fait que celui que j'ai préféré, moi, L'étrange destin de Vangrin, qui est un roman incroyable d'Amadou Hampâté-Bâ, mais vraiment que je recommande, qui est une histoire vraiment rocambolesque, vraiment, une histoire de ouf. Comment est-ce que ça se fait que ce livre-là soit inconnu, à part les gens qui s'intéressent à la littérature africaine, soit vraiment inconnu, et l'étranger d'Albert Camus, voilà, tout le monde connaît ça. Il y a même dans une saison de Power où on parle de l'étranger d'Albert Camus, tu vois. Et tellement le livre est connu mondialement, tu vois. Mais c'est pas pour cracher sur l'étranger d'Albert Camus, hein. Attention, parce que on va me tomber dessus. Non, c'est un livre incroyable que j'ai beaucoup aimé. Mais l'étranger d'Albert Camus, enfin, l'étrange destin de Vangrin aussi, parce que ça se passe au Sénégal, ça m'a beaucoup plus touché. Ok. Et je me suis dit, en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que la littérature africaine, elle est aussi sous-cotée? Pourquoi est-ce que les auteurs africains sont aussi sous-cotés? Pourquoi est-ce que même nous, j'ai commencé du coup à appeler tous mes amis qui lisent, et je leur dis, mais vous lisez la littérature africaine? À quelle fréquence vous lisez la littérature africaine, etc., etc. Donc, je menais ma petite enquête. Et en fait, je me suis rendu compte que la littérature africaine, elle était laissée de côté, même parmi les Africains, eux qui lisent, ils ne lisent pas de littérature africaine. Donc, je me suis dit, écoute, moi, je crois au fait au petit pas, au fait qu'il faut faire des petites choses, tu vois. Et je me suis dit, écoute, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, sur ça? Modestement, hein, mais qu'est-ce que je pourrais faire sur ça? Je me suis dit, ok, si je fais une chaîne YouTube où je suis devant la caméra et je parle des livres que j'ai lus, ce sera pas intéressant. Tu vois, humainement, ce sera pas intéressant pour moi. Et puis j'ai trouvé le format des interviews. Et ça me permettait de me cacher derrière la caméra. Ça me permettait le génie est toujours derrière la caméra. Ça me permettait de me cacher derrière la caméra. Donc je me suis dit, écoute, tu sais quoi, je vais juste aller interviewer des gens. C'est plus facile pour moi, c'est pas moi qui vais parler. Ce sont les gens qui vont parler. Moi, je pose des questions, ils parlent. Donc, je vais interviewer des gens et à chaque fois, ce sera autour d'un bouquin de littérature africaine. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ce projet et j'ai commencé par interviewer mes amis. Et puis après, tu sais comment ça se passe. On te recommande quelqu'un, on te dit oui, cette personne-là est archi intéressante, etc. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, c'est disponible sur YouTube. On va partager toutes les références après, voilà. Comme d'hab. Mais dis-moi, moi je suis un grand fan de la photographie. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, parce que je suis pas un artiste comme toi. Mais qu'est-ce qui fait que tu sens le besoin de capturer un moment et d'y apporter ta touche personnelle et de la partager avec le public? Ok. Chaque étape est intéressante. On peut passer 2 heures sur chaque étape. Pas des heures. Qu'est-ce qui fait qu'on sent le besoin de capturer quelque chose? Alors moi, je vais t'expliquer comment je suis arrivé dans la photographie. C'est vraiment par hasard. J'ai acheté un appareil photo la veille de mes 30 ans. J'ai décidé de me faire plaisir et je suis allé m'acheter un appareil photo. Donc je me suis dit, écoute, comme ça, quand je pars en vacances au Sénégal, je pourrais prendre de belles photos. Mais comme je suis passionné vraiment par le fait d'apprendre, je me suis dit, écoute, avant d'ouvrir la boîte est restée 4 jours. L'appareil est resté 4 jours dans la boîte. Avant d'ouvrir la boîte, je vais quand même me documenter un peu sur comment est-ce qu'on prend de belles photos, comment est-ce que déjà on maîtrise l'appareil photo. Et en fait, tu sais, une fois que tu commences à te documenter, tu te rends compte que c'est tellement large les choses qu'il faut savoir pour savoir prendre, juste appuyer sur un bouton. C'est comme faire du jujutsu, quoi. Exactement. On en parlait tout à l'heure. Et en fait, je me suis jamais arrêté. J'ai commencé donc, comme j'étais déjà passionné par la littérature, donc naturellement, je me suis dirigé vers les livres photos. J'ai commencé à acheter des livres photos. J'en ai acheté, je ne sais combien. Et j'ai commencé à aller à des expos photos. Du coup, j'essayais de me mettre dans la peau des photographes, des grands photographes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'arrête
devant une photo de Sébastien Salgado et on trouve ça extraordinaire? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'arrête devant une photo de Malik Sidibé et on trouve ça extraordinaire, etc. Et j'ai commencé à me documenter là-dessus, etc. Et en fait, j'ai trouvé que j'étais passionné par ça. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé que j'étais passionné par ça. Et en fait, une fois que tu es passionné par ça, une fois que tu es passionné par l'appareil, par le fait de capturer l'instant, en fait, tu vois que ça tout le temps. C'est-à-dire que lorsque je suis dans une conversation avec quelqu'un, je suis en train de parler à cette personne, je suis en train de regarder la lumière, comment elle arrive sur son visage, qu'est-ce que la lumière fait son visage lorsque elle tourne un peu, lorsque cette personne-là tourne un peu son lorsque cette personne tourne un peu son menton, quel impact ça a sur la lumière qui va dans son visage? Comment est-ce que cette personne-là, comment est-ce qu'elle se marie à l'environnement dans laquelle elle est, etc. Et en fait, voilà, ça devient, c'est dans ton cerveau, parce que la photographie, c'est quoi? T'as pas besoin d'un appareil photo pour faire de la photographie. La photographie, c'est capturer la lumière. C'est qu'une histoire de lumière. Mais tu penses que c'est inné, en fait. Parce que moi, je suis très nul avec les couleurs. Je sais pas comment marier les couleurs. Bon, à part en termes de style vestimentaire, ça, je sais. Très bon style vestimentaire, d'ailleurs. Très bon style, je valide. mais dans la vraie vie, bon, mes amis proches savent que je suis un grand amoureux des expositions artistiques. Surtout les expositions des meilleurs photographes. Je pars tout le temps dans des expositions shooting, photo, artistique et autres. Et j'aime bien. Mais je sais pas, quand les gens me posent la question, pourquoi tu aimes, en fait, regarder des photos? J'ai pas la réponse, parce que je ne saurais pas l'expliquer. Tout ce que je peux dire, c'est que une photographie, c'est la représentation formelle du talent, en fait, inné et de la beauté non retouchée de la nature, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Okay. Mais en fait, tu sens le besoin de découvrir. En même temps, tu apprends en regardant, en analysant la photo. Ok. Tu vois un peu? Alors, moi, c'est difficile, mais je sais pas comment l'expliquer. En fait, je crois pas beaucoup au talent inné. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nés avec quelque chose. Il y a des gens qui ont un talent inné. Mais c'est assez marginal. Okay. Pour moi, c'est assez marginal. Les 0,1%. On va pas, exception are not relevant. Si. Les exceptions ne sont pas pertinentes. Ouais. On va pas parler des exceptions. Il y a des gens qui sont exceptionnels. On va pas parler des outliers. Voilà, exactement. Moi, je pense que tout se travaille. C'est-à-dire que la photographie, ça s'apprend. En vrai. Ça s'apprend et on apprend à développer son œil. On apprend, y a rien, enfin, lorsque vraiment, moi, je suis très gêné lorsqu'on parle de talent. Dans la photographie, lorsqu'on parle de talent, je suis très gêné parce que personnellement, je ne suis pas né avec un talent. En tout cas, la photographie, peut-être c'est un talent que je n'ai pas découvert. Mais la photographie, c'est pas un talent avec lequel je suis né. C'est à base de culture, c'est à base de regarder les photos. Et après, je dirais que de regarder les photos, de regarder des expos, de regarder des films. Parce qu'un film, le cinéma, c'est 25 images par seconde. C'est la même chose que la photographie. Donc, c'est tout ça qui développe ton œil, qui fait que, à un moment donné, tu commences à comprendre. Et les couleurs, c'est de la théorie. Tu sais, la photographie n'a rien inventé. Il y a un art qui s'appelle la peinture, avant la photographie, qui a tout inventé. Vous mettez telle couleur, ça donne telle couleur. La photographie reprend les codes de la peinture. Donc, que ce soit en termes de composition, que ce soit en termes de cadrage, que ce soit en termes de lumière, que ce soit en termes d'harmonie des couleurs. Je veux dire, il y a, tu vois, les règles de composition, la règle des tiers, les perspectives, la règle d'or, etc. Les couleurs complémentaires, savoir, c'est le fameux teal and orange que tu vois sur Instagram. Tu sais, les photos où t'as du bleu et du orange. Bah, parce que, en fait, il y a une science qui dit que ce sont des couleurs complémentaires. Et que quand tu maries des couleurs complémentaires, en fait, c'est pleasing à l'œil, tu vois. Ouais, c'est du tape à l'œil, quoi. Exactement. Ça veut dire que... Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut savoir, tu vois. C'est juste des choses qu'il faut savoir, c'est tout. Même tout à l'heure, je disais pas qu'en fait, la photographie, c'est inné, c'est un talent inné. Et ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, tu vois un auteur, tout à l'heure, on parlait de la littérature, qui écrit 400 pages pour décrire une histoire. Mais cette histoire pourrait être traduite en une seule image
C'est ça la beauté de l'image, en fait. Tu vois un peu? Ouais, je vois tu vois ce que je veux dire? C'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Que une image peut porter 1000 histoires, alors qu'un livre peut porter une seule histoire. Et ça, c'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui n'est pas curieux, ou bien, parce que c'est difficile de réfléchir. Hein. Ah, mais tu sais, c'est tellement vrai ce que tu dis. Par exemple, je te donne un exemple. La guerre en Afghanistan. Aujourd'hui, les gens se souviennent surtout de la photo de Steve McCurry en couverture de National Geographic de la jeune fille afghane. C'est comme ça qu'on appelait la photo. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'images, lorsqu'on veut se souvenir de quelqu'un, dans nos têtes, on a des images. On a des images. Et lorsqu'on veut parler de la guerre au Vietnam, tu vois, il y a la photo de, je crois que c'est une jeune fille qui court toute nue parce qu'elle venait d'être brûlée au napalm ou un truc comme ça. Et ou la photo sur la place Tiananmen avec le char et un gars qui est comme ça en train de protester. Ou la photo du Che Guevara. On se souvient tous de cette photo du Che Guevara avec le béret. Je te jure. Et en fait, les photos sont... On est visuels, on est des êtres visuels. Exactement. On est des êtres visuels. Donc, les photos sont des choses qui restent. Lorsqu'on pense au Sénégal ou au Mali, durant la période de la colonisation, etc., ou la période juste après colonisation, on a tous en tête les photos de Seydou Keïta et de Malik Sidibé. C'est ce que je te disais tout à l'heure, qu'à chaque fois que je visite un pays, la première chose que je fais, c'est d'aller visiter le musée national. Parce que ça te permet de voir les images et de les associer avec l'histoire du pays, quoi. Moi, je suis visuel. Moi, c'est un très bon moyen. C'est ça. Moi, les mots ne marchent pas trop pour moi. Je préfère voir l'image que de me montrer la théorie, en fait. C'est un peu ça. Mais maintenant, quelle est la vision? Quelle est l'étape suivante? Tu es revenu au Sénégal, tu as lancé la bibliothèque africaine, tu as la carte Nora. Maintenant, quelle est la vision dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Je suis dans un entretien. Ah non, en fait, je vois l'évolution, quoi. Mais quand même, j'arrive pas à suivre le fil conducteur parce que finalement, ça n'a rien à voir avec la littérature africaine. Ouais. La littérature africaine, ça n'a rien à voir avec la photographie. La photographie, ça n'a rien à voir avec la carte digitale. Donc, je me dis, le mec, c'est créatif, quoi. Il bouge de gauche à droite, quoi. En fait, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que peut-être un jour, je serai plus l'homme que je suis. Ok. Parce que, tu sais, on change. Tu te réinventes tout le temps, quoi. On change. Mais, moi, j'ai toujours été passionné par le fait d'apprendre. Apprendre des choses. J'ai toujours été passionné. Je me réveille un jour de mon lit et je me dis, je sais pas, moi, je me dis, la taxidermie, comment ça marche, en fait? La taxidermie de Jeffrey Epstein, là. Tu vois, je me réveille un jour, je me dis, la guitare, comment ça marche? Pourquoi il y a des gens qui sont des virtuoses, ils savent, tu sais, ils jouent de la guitare, c'est tellement, et moi, j'arriverai à rien faire avec mes mains, tu vois. Et je commence à m'intéresser à ça. Et donc, tu me demandes ce que je serai dans 5 ans, je te dirais que j'en ai absolument rien. Aucune idée. Moi, je te vois comme un artiste, quoi. Parce que je définis l'art comme étant la simplification du sophistiqué, tu vois. Alors, peut-être que je vais basculer dans le cinéma parce que ça a été ma grande passion, pendant toute mon enfance. C'était le cinéma, ma grande passion. Et la photographie, c'était plus accessible pour moi. Donc, je me suis rabattu à la photographie. Mais, le cinéma, c'est quelque chose qui me plairait bien. Tu vois. Ok. J'ai juste quelques questions personnelles avant qu'on boucle là. Phil Ferré. Parce que ça fait longtemps qu'on parle. Ah ouais. Soit libre de ne pas y répondre si tu veux. Mais dis-moi une chose que personne ne connaît sur toi. Une chose que personne ne connaît sur moi, j'ai un deuxième cerveau. Deuxième cerveau? Ouais. Ça veut dire quoi? Développe? Non, c'est pas ce que tu crois. J'ai un second brain qui s'appelle Notion. Ah ouais. Voilà, je sais pas si tu connais Notion. Notion. En fait, Notion. Alors, du coup, je suis pas sponsorisé par Notion, mais je fais la promotion de Notion dès que j'en ai. C'est quoi Notion? Alors, Notion, c'est un outil que j'ai découvert il y a quelques années. Et en fait, c'est un outil qui a été si tu te documentes un peu sur l'outil, c'est un outil qui te permet de regrouper tout ce que tu fais. C'est-à-dire, imagine tout ce que tu fais sur ton ordinateur aujourd'hui en termes de, par exemple, quelqu'un de normal qui travaille. Il a un logiciel comptable, on va dire. Il a un truc, il a un CRM, il a Word, il a Excel. Il a un truc de gestion de projet, peut-être. Il a un truc type Canva, peut-être. Oui, du Trello, Asana, beaucoup d'outils. Trello, Asana, il a un truc comme Airtable, etc. Et en fait, Notion, moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément. En fait, ça m'aide à organiser toute ma vie.
Vraiment, j'organise aujourd'hui toute ma vie. En fait, c'est mon deuxième cerveau. C'est un mind mapping? C'est même, en fait, il y a du mind mapping dedans. Okay. Mais tu peux vraiment tout faire. C'est très difficile d'expliquer ce que c'est Notion. C'est un outil qui centralise tout, c'est ça? Exactement. C'est un outil qui centralise tout, avec la possibilité de tout faire dans Notion, mais avec la possibilité aussi de faire des intégrations de d'autres outils dans Notion. Tu vois. Et Notion, par exemple, j'ai un truc de gestion de la connaissance dans Notion. C'est-à-dire que, j'utilise, les méthodes, alors, je veux pas trop être mentale, j'utilise les méthodes, il y a une méthode qui s'appelle PARA, Project. Je connais, voilà, la méthode PARA. Résoudre. Non, c'est Project, Area, Resource, non, pas la même chose, et Archive. Parce que nous, on l'utilise dans la gestion de port. D'accord. Dans les outils de résolution de problèmes. Okay. Donc, PARA, ça veut dire poser, analyser, résoudre et améliorer, quoi. D'accord. C'est pas les mêmes domaines. Rien à voir. Donc, PARA et GTD. GTD, ça s'appelle, c'est Getting Things Done. Okay. En gros, PARA et GTD, lorsque tu les mets ensemble, ça te permet de t'assurer que tout ce que tu dois faire, tu le fais. C'est-à-dire que aujourd'hui, la méthode GTD, par exemple, elle est basée sur un SaaS ou une inbox. Tout ce qui se passe dans ta tête, tu le notes tout de suite dans ton SaaS ou dans ton inbox. Et en fait, après, tu as une deuxième étape où tu dois organiser maintenant ce que tu as noté, où ça doit aller. Est-ce que ça doit aller dans une tâche? Est-ce que ça doit aller dans un projet? Est-ce que ça doit aller dans une ressource? Et en fait, lorsque je me documente sur quelque chose, je sais déjà dans quelle ressource je vais le mettre. Donc, j'organise en fait toutes les choses que je lis. Lorsque je lis un livre, j'écris en même temps, tu vois. Je fais des notes, etc. Et ces notes-là, je vais les mettre dans mon Notion. Et ces notes-là vont être reliées à des projets sur lesquels je travaille. Là, tu me fais Evernote que j'utilise depuis 3 ans. En fait, ça n'a rien à voir avec Evernote. Ça n'a rien à voir avec Todoist. Ça n'a rien à voir avec Evernote. Franchement, oubliez tout ce que vous utilisez. Non, je vais utiliser Notion. Evernote, désolé. Donc, reste connecté parce que je vais commencer des tutoriels sur Notion bientôt, sur lesquels je suis en train de tourner. Super, non. Et parce que vraiment, moi, ça m'a changé la vie. Non, je vais l'utiliser. Ça, j'ai jamais su ça. Parce que moi, j'ai jamais su. Ça, c'est super, ouais. Ton plus grand échec? Mon plus grand échec, alors, ce que moi, j'ai considéré comme mon plus grand échec, mais c'est relatif, ça a été le concours général. Pas d'échec, ça. Non, je taquine. Alors, le concours général, en fait, moi, j'arrive au concours général. J'étais en série G à Limamoulaye. Limamoulaye, bon, c'est un lycée d'excellence. C'est un lycée d'excellence. D'ailleurs, cette année-là, et plusieurs années après, on était le meilleur lycée du Sénégal parce qu'on avait plus de prix concours général. Peut-être pas maintenant, mais ils sont jamais loin. Ils sont deuxième, troisième en général. J'ai entendu à la radio le problème par rapport à le fait que le lycée est carrément délabré. Ah oui, non mais tous les gens qui sont passés nous ont promis qu'ils allaient refaire le lycée, hein, mais personne l'a fait. Donc voilà, personne l'a fait à ma connaissance en tout cas. On a vu tous les problèmes qu'il y a eu sur les réseaux. Là. Donc je suis dans un lycée d'excellence et je suis dans une classe d'excellence parce que Limamoulaye, on classe à cette époque-là, on classait les élèves en classe pilote. Donc classe pilote, c'est on met tous les meilleurs dans la même classe et ils s'entre-déchirent entre eux. Non, mais je dis ça, mais ça se passe pas comme ça. Mais voilà, dans ma classe, on avait tous des excellentes moyennes. Genre, si tu travailles pas, t'as 14 ou 13 de moyenne, tu es dernier de la classe. Hein. Donc voilà, j'arrive là-bas, je suis premier de la classe. Donc moi, je pense que j'arrive au concours général et je pense que moi, je suis premier prix de comptabilité, premier prix d'économie, quoi. Donc j'arrive, échec total. Je suis deuxième accessite en économie et j'ai aucun prix en comptabilité. Et le deuxième prix en économie est dans ma classe, le premier prix de comptabilité est dans ma classe, le deuxième prix de comptabilité est dans ma classe. Et ça a dû faire mal. Ça m'a fait mal sur l'instant. Alors surtout quand tu es habitué à avoir des victoires. Alors c'est tous mes amis jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à le préciser. Le deuxième prix en comptabilité, c'est celui qui a appelé son fils Matar, tu vois. Donc c'est mon meilleur ami. Ça date de longtemps, ça. Mais vraiment, ça date de longtemps. C'était en 2007. C'était en 2007, ça date de longtemps. Mais j'avoue que ça, je l'ai vraiment vécu comme un échec.
Je comprends. Moi, j'ai eu le même point parce que partout où je suis passé, j'étais premier jusqu'à ce que j'aille à l'école supérieure polytechnique là. Putain, je me suis contenté avec un deuxième accès en économie. J'étais quand même à la cérémonie, tout ça. Mais bon, j'étais pas content. Je comprends. Le meilleur conseil qu'on t'a donné? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, je dirais, alors c'est pas vraiment un conseil, mais c'est un slogan. Je trouve que Nike a le meilleur slogan au monde. Do it. Just do it. Just do it. Ouais. Just do it. Je trouve que Nike a le meilleur slogan au monde. Vraiment. Cette phrase est incroyable quand même. Moi, je l'ai écrit en gros chez moi. Vraiment. Parce que, tu sais, moi, j'ai plutôt une tendance à attendre que les choses soient parfaites pour le faire, à me dire oui, à me trouver des excuses, comme je faisais avec le jiu-jitsu tout à l'heure. Je me trouve des excuses tout le temps, comme je faisais avec le jiu-jitsu. Donc, voilà. Moi, j'admire beaucoup les gens qui juste font. Ils s'en foutent que ce soit parfait ou pas. Juste, ils font. Je trouve que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un. Just do it. Le learning by doing, quoi. C'est très important. Et le pire conseil qu'on t'a donné? Bon, si tu les gardes. Ouais. Oh, tu sais quoi, j'ai tellement réfléchi à ça, mais j'ai rien dont je me souviens vraiment comme mauvais conseil. Alors, je sais pas si j'ai toujours été bien conseillé. Mais non, j'ai vraiment pas un truc qui m'a marqué, qui était un mauvais conseil que j'ai reçu, tu vois. Peut-être que je les ai pas écoutés, en fait. Non, je comprends. Dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? J'aimerais laisser l'influence de quelqu'un qui a été passionné. Parce que, en fait, quel que soit le sujet, on s'en fout, en fait. Juste passionne-toi de quelque chose. Et tu vas voir, ça va changer d'avis. Le fait de te passionner de quelque chose, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la taxidermie. Non, pas la taxidermie. On n'a pas besoin de nouveau Jeffrey Epstein, là. Voilà. Que ce soit la taxidermie, mais passionne-toi de quelque chose. Voilà. J'ai envie de laisser, ce que j'ai envie de laisser, c'est quelqu'un qui a été passionné. Comment les gens pourront découvrir leur passion? J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Mais justement, essayez des choses. Just do it, quoi. Just do it. Essayez des choses. Je sais pas, moi, réveillez-vous un jour et dites-vous, je sais pas, soyez curieux, en fait. Et arrêtez de décoller de votre téléphone. Les réseaux, ce n'est pas la vie. Décollez de votre téléphone et soyez curieux. Passionnez-vous juste de quelque chose, quoi. Sortez de votre... Bon, après, peut-être, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec les réseaux, si tu veux. Il n'y a pas de problème, hein. Mais juste, passionnez-vous de quelque chose. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, quoi. Franchement, c'est pas la vraie vie. C'est vrai qu'on l'utilise pour passer le message, mais quand même, c'est pas la vraie vie. Aujourd'hui, c'est le premier lien social entre les gens. Donc, il faut faire avec. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mata, man, it was nice having you, man. On peut parler toute la nuit, hein, tu vois. Ouais. Faut que je te laisse partir, là. Il fait tard. En tout cas, c'est fait un honneur, grand. Merci beaucoup. J'aime bien, ta chaîne YouTube, La Bibliothèque Africaine. Merci. J'aime bien tes photos sur Instagram. Et pour ton nouveau projet, je te souhaite que le meilleur au monde. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Est-ce que tu as un dernier mot? Alors moi, je voulais d'abord te remercier parce que on se connaît depuis genre même pas un mois, hein, je pense. Voilà. On s'est parlé sur Instagram. Et on s'est parlé sur Instagram. Et moi, je trouve ton podcast très intéressant. J'ai écouté beaucoup d'épisodes. Il y a des gens que je connais via les clubs de lecture comme Zubida, je la connais. Kafa aussi, on a partagé des rooms ensemble. Néné Bachili, je me suis beaucoup identifié à son parcours. C'était hyper intéressant. Donc il y avait aussi un gars qui parlait de finances islamiques, je me souviens plus du nom. C'était hyper intéressant. C'est mon ami d'enfance. Il y avait aussi un coach personnel qui a parlé un peu de stoïcisme. Alors stoïcisme, c'est aussi c'est ma passion, tu vois. J'ai vu que tu publiais des trucs de Jordan Peterson aussi. Je suis un grand fan de Jordan Peterson. Voilà, donc Jordan Peterson, tout ça, je suis à fond. Mais moi, je suis plus genre Robert Greene, Ryan Holiday. Ryan Holiday aussi. Robert Greene, Ryan Holiday. Obstacle is the way, c'est l'un de mes bouquins préférés. Exactement. Pourquoi j'en ai pas parlé? Mais Obstacle is the way. Franchement, et le chemin. The Obstacle is the way. Il a écrit aussi pas mal sur le stoïcisme aussi. Ryan Holiday. Non, mais aujourd'hui, si tu t'intéresses au stoïcisme, à un moment donné, tu vas tomber sur Ryan Holiday. Il est bon. C'est impossible que tu ne tombes pas sur Ryan Holiday à un moment donné. Et Ryan Holiday, c'est l'ancien stagiaire de Robert Greene. Robert Greene, bah, pour ceux qui connaissent pas Robert Greene, je sais pas. 48 lois du pouvoir. Je sais pas comment tu peux ne pas connaître Robert Greene. Mais, Ryan Holiday est quelqu'un d'extraordinaire. The Obstacle is the way, the ego is the enemy. Ce sont deux livres qui sont vraiment extraordinaires. Bon, désolé les gars, on est des passionnés. On lit beaucoup,
Même si on oublie souvent, je me souviens même pas c'était quoi la question. Donc j'étais en train de conclure. Donc oui, je te remercie pour tout ça. Et moi pour me contacter, bah c'est simple, Instagram Matar Mbengue, LinkedIn Matar Mbengue. C'est essentiellement Instagram, LinkedIn et mon site internet matarmbengue.com pour voir mon travail. Voilà. On va mettre toutes les références en bas comme d'hab. N'hésitez pas à contacter Matar, écrivez-lui, prenez contact avec lui. Comme d'hab, c'est le cercle d'influence. On s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. Mon gars. Merci. Merci. À la prochaine.